Les enseignants doivent-ils se résoudre à quitter la France pour enseigner dans de bonnes conditions? Ça va être la question du jour. Vidéo inspirée par l'interview de Véronique Bouzou et de Aude Denisot par Nicolas Vidal, toujours sur la chaîne Toxin. J'ai produit une synthèse de cette interview sur mon site web, dont vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Les deux invitées sont enseignantes. L'une est enseignante en faculté de droit et l'autre est enseignante en collège. Que faut-il retenir de cette émission? J'avais noté donc les points les plus importants, à savoir la chute du niveau scolaire, dont on parle régulièrement, que ce soit dans les grands médias, presse écrite, télévision, radio ou sur les médias alternatifs, donc sur YouTube. Les enseignantes constatent que les élèves, que ce soit des adolescents, des préadolescents ou même des jeunes adultes à l'université, eh bien, ces élèves ont de plus en plus de mal à comprendre le fonctionnement de la langue française, à comprendre la grammaire, l'orthographe, la syntaxe. Donc le lien est rompu entre les Français, les locuteurs français et la langue française. Il n'y a plus d'harmonie entre le peuple français et la langue qu'il est censé maîtriser. Les deux intervenantes fustigent également la manière dont on apprend aux enfants à lire et à écrire. Elles dénoncent également la pertinence des réformes qui s'enchaînent et qui n'améliorent pas la situation des élèves. Il est évidemment question de l'ambiance dans les établissements scolaires, des relations avec les parents d'élèves qui peuvent être très conflictuelles, des relations avec les élèves également qui piétinent l'autorité des professeurs, qui nient aux professeurs sa légitimité à enseigner. Et une explication intéressante sur le degré de violence des jeunes est apportée. L'idée, c'est que les enfants, les adolescents et les jeunes adultes n'ont pas le vocabulaire pour exprimer leur malaise, et donc leur malaise s'exprime à travers des mots violents ou tout simplement une attitude violente, des coups. Donc selon cette analyse, la violence des jeunes serait due à leur incapacité à s'exprimer clairement, à entrer en interaction avec leurs semblables, et à développer des situations de communication saines et normales. Alors, l'argument que je vais développer dans cette vidéo, c'est qu'en réalité, tout fonctionne normalement. L'école telle qu'elle est actuellement, l'éducation nationale, que ce soit l'école, le collège, le lycée et même l'enseignement supérieur, en vérité, tout s'emboîte parfaitement, tout fonctionne exactement comme c'est censé fonctionner. Ce n'est pas une vue de l'esprit de ma part, ça fait des décennies maintenant que des enseignants ou des spécialistes de l'éducation fustigent l'évolution de l'éducation nationale, qui produit des crétins, c'est le titre d'ailleurs d'un livre de Jean-Paul Brigelli, La fabrique du crétin. Donc l'école produit des gens stupides, des gens violents, des idiots, des dyslexiques, des jeunes individus qui ont des troubles de l'identité, des troubles psychiques, des illettrés aussi, énormément d'illettrés. Elle produit en bout de chaîne des individus qui ont beaucoup de mal avec les mathématiques, qui ne maîtrisent même pas parfois la division, les pourcentages, j'en parle pas. Donc si on résume, ça fait des dizaines d'années que l'éducation produit ce qu'on pourrait appeler des cas sociaux. Le système éducatif français produit, c'est un constat, des cas sociaux, des illettrés, des gens violents, des individus inaptes tout simplement à la vie en société. Et ça fait tellement de temps que ça dure, il y a tellement de gens qui expliquent d'où viennent les problèmes, qui proposent des solutions pour les résoudre, et il n'y a rien qui change, enfin si, ça évolue, mais dans le mauvais sens. Chaque année, le niveau s'effondre un peu plus, il y a toujours plus de violence dans les établissements scolaires, les bonnes solutions ne sont jamais appliquées, donc le constat qui doit être fait, c'est que l'éducation nationale, actuellement, fonctionne très bien. C'est le résultat de ce que veulent nos dirigeants. Parce que qu'il y ait des échecs de temps en temps, c'est tout à fait acceptable, c'est compréhensible, l'erreur est humaine, mais qu'on se dirige depuis des décennies dans la même direction et que le cap soit maintenu malgré toutes les alertes, malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir, c'est la preuve que l'éducation nationale fonctionne très bien, elle remplit son office. Les recteurs sont très contents de l'éducation nationale, ils sont très contents du fonctionnement des établissements. Les conseillers ministériels, les ministres sont satisfaits eux aussi. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a constaté que l'éducation nationale remplissait sa mission, il faut essayer de comprendre pourquoi nos dirigeants veulent qu'on soit dans cette situation-là. Alors, juste avant, je vais quand même revenir sur un point qui est très important, qui a été soulevé par les deux intervenantes, à savoir la perte de maîtrise de la langue française. Dans le pire des cas, quand bien même le français ne serait plus maîtrisé par environ, disons 80% de la population, imaginons que dans un avenir plus ou moins proche, il y ait au moins, on va dire, les 70-80% de la population française qui ne sache plus écrire en français, eh bien il y aurait une réforme, une simplification considérable de la langue française.
On pourrait parfaitement imaginer que l'Académie française ou que n'importe quelle autre entité administrative se réunisse et décide de modifier la langue française, de changer le fonctionnement de la langue française, l'écriture, donc l'orthographe, la conjugaison, même pourquoi pas la syntaxe. On pourrait envisager de supprimer les doubles consonnes, les lettres muettes à la fin des mots. Par exemple, le participe passé de dissoudre, dissous, comment est-ce qu'on l'écrit? Avec un S, avec un T, avec un D, DS, E. Je l'ai vu écrit de toutes les manières possibles et imaginables. Donc on pourrait très bien imaginer que ce collège d'experts se dise, toutes les lettres muettes en fin de mot, on les supprime. On pourrait aussi imaginer de supprimer des temps de la conjugaison, des temps de l'indicatif, bien sûr, le passé simple. Pourquoi pas supprimer le passé simple? Le subjonctif, on garderait que le présent. Voire pourquoi pas, on ne garderait que l'infinitif. Je mangeais, tu mangeais, il vouloir, nous voyager, pourquoi pas, on pourrait tout imaginer. Si on avait un véritable problème de maîtrise de la langue française qui toucherait une large partie de la population, une écrasante majorité, 80%, dans ce cas-là, on aurait une réforme. Donc le problème qui est soulevé en début d'émission sur les difficultés qu'éprouvent les jeunes générations vis-à-vis de la langue, c'est un problème qui serait balayé assez facilement. Mais on a déjà vu dans l'histoire d'ailleurs des langues qui se mettent à jour, mais qui se réforment. Le turc, par exemple, avant le dirigeant Atatürk, était écrit en langue arabe, en alphabet arabe. Et c'est Atatürk qui a pris l'alphabet romain pour écrire le turc. Alors il a rajouté des signes diacritiques pour faciliter la prononciation, pour indiquer une prononciation spécifique, mais le turc a profondément changé. Au Japon, on a toujours le japonais traditionnel, mais il y a aussi l'écriture romaji. C'est-à-dire que c'est du japonais, mais écrit avec un alphabet latin pour les étrangers. Mais sinon, les japonais continuent d'écrire le japonais classique. Au Vietnam aussi, la langue s'est modifiée, elle a été modernisée sous l'influence des colonisations. Le chinois aussi, on a le chinois simplifié maintenant. Il y a une coexistence du chinois classique et du chinois moderne. Donc tout ça pour dire que la question de la maîtrise de la langue, en vérité, elle est très accessoire. La langue française, aussi belle soit-elle, si demain des élites estiment qu'il est nécessaire de la modifier, eh bien ça sera modifié. Alors on a déjà une antériorité en plus de la réforme. En 90, il y a déjà eu une réforme de l'orthographe, et depuis quelques années, on a une réforme qui n'est pas officielle mais qui a été adoptée partout, je la vois partout, c'est l'écriture inclusive, avec le fameux point médian. Sous prétexte que la langue française était trop oppressante pour les minorités, pour les femmes, on a rajouté une règle sur l'accord. En fait, il n'y a plus d'accord masculin qui s'impose. Maintenant, c'est un accord, je ne sais même pas comment on pourrait l'appeler, c'est l'accord inclusif. Donc si demain les dirigeants décident que la langue française, aussi belle soit-elle, est trop oppressante, pas assez inclusive, pas assez je sais pas quoi, eh bien elle sera changée. Je referme la parenthèse et j'en viens au cœur de mon propos, à savoir que l'éducation nationale fonctionne exactement comme elle est censée fonctionner. Alors pour comprendre en quoi l'évolution de l'éducation nationale est logique, pour comprendre pourquoi elle produit autant d'inadaptés sociaux, de cas sociaux, eh bien il faut comprendre comment fonctionne un pays, quels sont les besoins d'une nation, d'un pays en fonction de son évolution. Ce que je vais vous exposer là, c'est une logique historique et anthropologique. Quand une nation se développe, elle est conquérante. Elle a tendance à conquérir de nouveaux territoires, que ce soit des territoires physiques et des continents technologiques, des continents intellectuels. Donc pour être en phase de conquête, un pays, une nation, elle a besoin d'un peuple fort, d'un peuple intelligent, d'un peuple instruit. C'est indispensable, c'est comme une armée. Une armée ne peut pas faire la guerre si elle a dans ses rangs des éclopés, des inadaptés, des gens qui n'ont qu'un seul bras. C'est pas possible. Donc tant qu'un pays est dans cette phase d'ascension, dans cette phase de conquête, il a un besoin impératif, impérieux, d'avoir des gens, des citoyens, qui soient bien éduqués, qui soient cultivés, qui soient intelligents, qui soient instruits, qui sachent faire preuve de logique, qui sachent analyser leur environnement, qui sachent prendre des décisions, qui sachent tout simplement inventer le futur, qui soient capables de faire des découvertes intellectuelles, des découvertes scientifiques, technologiques, techniques. La civilisation, à ce moment-là, la nation, est dans une phase d'ascension, dans une phase de conquête, et pour conquérir, eh bien, il faut être fort, il faut être puissant. Et l'école à laquelle on pense, quand on pense traditionnellement à l'école de la République, aux hussards noirs de la République, eh bien, c'est l'école justement de la République conquérante. C'est le moment où des grandes fortunes se font, c'est le moment où on colonise des territoires étrangers, c'est le moment où on accumule du capital, le moment où on crée de la valeur, où on crée de la richesse.
Et dans cette phase d'accumulation du capital, de création de richesse, les citoyens sont bien formés, ils sont travailleurs, ils sont robustes physiquement. Les femmes n'ont pas de droits spécifiques et généralement elles restent à la maison, elles font des enfants, elles s'occupent des futurs travailleurs, des futurs guerriers, des futurs savants. C'est l'époque où les femmes ont de nombreux enfants. Parce que le but du pays à ce moment-là, c'est de se constituer rapidement et avec beaucoup d'efficacité une réserve de citoyens, de guerriers, de savants, d'intellectuels, qui vont permettre de favoriser l'ascension de ce pays. Donc un pays qui est à cette étape de son histoire. Pour créer de la valeur, il exploite son peuple, il exploite les travailleurs, il exploite la force productive des salariés, des agriculteurs, des ouvriers. Il exploite aussi les ressources de ses colonies quand il en a. Il va prendre des ressources aux voisins avec des guerres. Donc d'un côté, il crée de la valeur ajoutée, il crée du capital chez lui, à l'intérieur de ses frontières, mais en même temps, il va prendre du capital ailleurs et il le rapatrie chez lui. Une fois que c'est fait, on va dire seconde moitié du XXe siècle, après les deux guerres mondiales, là on est dans une phase de plateau, dans une phase de stabilité. La nation, la civilisation a atteint son acmé, son point de conquête le plus élevé, et tant qu'il est sur ce plateau, le pays peut se permettre de vivre sur les dividendes du capital accumulé. Donc les citoyens sont toujours bien formés, ils sont toujours bien instruits, il y a un niveau de vie important. On continue de créer du capital, de créer de la valeur ajoutée, mais à un moment donné, la rente du capital diminue, parce qu'une rente, c'est temporaire, c'est pas à vie. Donc là, ce que je vous décris, c'est toute la phase des 30 glorieuses, la phase pendant laquelle les boomers, les retraités d'aujourd'hui, ont vécu confortablement. Ils ont épuisé tout le capital que les générations précédentes ont acquis, ils ont créé de la dette pour maintenir leur niveau de vie, et maintenant, depuis quelques décennies, on est en phase de descente. On a eu l'ascension, on a eu la phase du plateau, et là, on est en pleine phase de la redescente, de la retombée. L'accumulation du capital des générations précédentes s'est tarie. Les rentes ont diminué, il n'y a plus de capital, il n'y a plus de rente. On est obligé d'emprunter, de s'endetter pour essayer de maintenir un semblant de niveau de vie. Aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a plus de création de richesse, plus de création de valeur, vous avez remarqué que la France est largement désindustrialisée, on produit de moins en moins de biens, on est surtout une économie de services, le secteur tertiaire est le secteur le plus développé. Donc dans cette phase-là de descente de la civilisation, le pays a surtout pas besoin d'individus formés, éduqués. Le système a besoin de couillons, il a besoin de crétins, comme dit Jean-Paul Brielli, de cas sociaux sans repères, sans éducation, sans intelligence, sans capacité de verbaliser leurs problèmes, de gens qui sont tellement inadaptés à leur pays et à leur civilisation et à la société qu'ils vont se faire la guerre les uns les autres, qu'ils vont être incapables de s'unir pour revendiquer quoi que ce soit. C'est pas pour rien d'ailleurs si dans les manifs en général on voit une majorité de boomers. Quand vous regardez les manifestations, quelles qu'elles soient, il y a une majorité de cheveux blancs. Parce que c'est la dernière génération qui a été instruite, qui a une conscience citoyenne à peu près développée. C'est la seule qui est capable de voir à quel point on se fait plumer, à quel point on se fait avoir. Et donc c'est la seule génération qui manifeste son mécontentement et qui essaye d'obtenir encore quelque chose. En plus de ça, les différents gouvernements ont tellement fait mumuse avec la planche à billets qu'aujourd'hui, 1 euro, ça n'a plus aucune valeur. Ça a juste la valeur du papier sur lequel le billet est imprimé. Donc on n'a plus aucune capacité de financement. Tout ce qu'on peut faire, c'est créer de plus en plus de dettes pour maintenir un système à l'agonie, peuplé de gens qui sont incapables de comprendre quoi que ce soit, et qui vont payer toute leur vie, qui vont être imposés toute leur vie, et qui vont même pas comprendre pourquoi ils se font voler. Il n'y a plus aucune nouvelle terre à conquérir, tous les pays sont souverains, les frontières sont bien établies, on ne peut plus se permettre d'aller piller de la ressource à droite à gauche, on ne peut plus se permettre de faire des guerres gratuitement, déjà parce qu'on n'a plus d'armée, ensuite parce que le peuple est largement incapable de se battre, une économie axée sur le tertiaire, ça veut dire des salariés du tertiaire, donc des gens qui passent la majorité de leur temps assis, qui n'ont aucun tonus musculaire et qui, sur un champ de bataille, se feraient dégommer en 30 secondes. Donc les méthodes qui ont été utilisées au XIXe siècle pour aller conquérir de la richesse, pour aller piller de la ressource ailleurs et pour créer du capital à l'intérieur de la France, cette époque-là est terminée. Par contre, les élites qui aiment avoir un certain train de vie, elles utilisent toujours les mêmes méthodes qu'avant, c'est-à-dire qu'elles exploitent des populations, mais simplement elles exploitent la population locale, la population française. Et pour qu'une population puisse être exploitée, il faut qu'elle soit stupide. Il faut qu'elle soit dyslexique, illettrée, totalement inadaptée. Aujourd'hui, la ressource, c'est l'impôt. L'impôt que vont payer les classes moyennes, les classes populaires, et s'il n'y a pas assez d'argent, les élites augmenteront les impôts. On vit malheureusement dans un pays qui a choisi une logique de prédation pour se développer. Une prédation vis-à-vis de l'étranger en faisant des guerres coloniales ou en faisant des guerres de conquête de ressources.
La France a aussi largement exploité les ressources des travailleurs du 19e et du 20e siècle pour créer de la valeur. Donc en France, on est dans une logique de prédation, et c'est pareil en Europe d'ailleurs. Toute l'Europe de l'Ouest a fait pareil. Le continent européen, l'histoire du continent européen, c'est une histoire de guerre, de conquête, de colonisation, de massacre. Et c'est la seule manière que connaissent nos élites pour créer du capital, pour créer de la richesse. Dans d'autres parties du monde, c'est différent. À Singapour, par exemple, c'est un pays qui a été créé à partir de rien, et ce pays s'est créé sans faire la guerre à ses voisins, sans aller piller des ressources. Il y a une autre logique derrière la création de Singapour. La mentalité de guerre coloniale et de conquête sanglante, c'est quand même une tradition européenne, occidentale on va dire. C'est avec cette logique-là en tête que nos élites créent de la valeur. Et aujourd'hui, vu que nos élites ne peuvent plus se permettre d'aller piller les ressources à l'étranger, elles les pillent à l'intérieur du territoire, à travers les impôts, à travers la pression fiscale. Et encore une fois, pour que ça soit possible, il faut que le peuple soit complètement débile. Donc je maintiens ce que je disais depuis le début de la vidéo, à savoir que l'éducation nationale fonctionne parfaitement bien, elle produit des illettrés et c'est exactement son but. C'est normal qu'un élève qui sorte du lycée ne sache pas ou difficilement lire et écrire et qu'il ne sache pas compter non plus. C'est fait exprès, c'est vraiment une logique interne à l'éducation nationale. Tout le système éducatif français est fait pour que les classes moyennes et les classes populaires sortent de l'enseignement secondaire en étant complètement perdus, en ayant perdu leur temps, en ne sachant rien de rien et en ne sachant rien faire surtout. Donc, si vous êtes enseignant et si vous voulez exercer votre métier dans des conditions saines, eh bien, comme l'indique le titre de la vidéo, vous devez fuir la France. Enseignants, fuyez la France. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt.